reste pas moins qu'effectivement, ça a aidé à construire des images stéréotypées et que cela a aidé effectivement à construire un discours racialisant sans le détacher aussi de l'activité coloniale qui contribuait également à créer ce discours. Lilian Thuram, est-ce qu'il existe toujours, selon vous, le sauvage aujourd'hui d'une autre manière, puisqu'il y a ce lien entre une société de consommation, une société de loisirs, et vous faisiez vous-même le lien entre ce regard d'hier sur des hommes et des femmes et la société d'aujourd'hui? Ben écoutez, effectivement, je pense que chacun de nous, nous avons la capacité d'être le sauvage de quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il faut travailler justement sur cette capacité du décentrement, c'est-à-dire avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. Le sauvage existe par le discours, et le discours à répétition, c'est-à-dire que les zoos humains, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes dans un enclos et d'autres en train de les regarder. Si le discours vous dit que ceux qui sont dans les enclos, ce sont des sauvages, et si vous le répétez pendant des siècles, vous finissez par croire que ce sont des sauvages. Toute votre culture s'imprègne de ce discours. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Le discours de l'époque était ces personnes qui viennent d'Asie, d'Océanie, d'Afrique, des Amériques, sont des sauvages. Et donc ce discours, effectivement, nous sommes en train de parler des zoos humains, mais ce discours aussi se retrouvait dans la littérature, se retrouvait dans les livres d'école. Donc ça crée toute une culture que nous héritons aujourd'hui de ces séquelles. Et donc passer justement par cette exposition, c'est comprendre la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Merci. L'installation Nanette Snoep du sauvage, est-ce qu'elle est seulement due à, à ces visites d'exposition, d'exhibition, ou est-ce qu'elle s'est ancrée d'une autre manière? Peut-être que je n'ai pas bien compris. Vous parlez de l'installation vidéo à la fin de l'exposition? Non. Ah, je parlais de l'état mental, les mentalités de la population. Le fait que, comme l'a dit Pascal Blanchard, des milliards, pas des milliards, mais 1,5 milliard, vous avez dit, ont vu ces expositions. Est-ce que c'est ça uniquement qui permet l'installation de l'image d'un autre qui serait sauvage, qui serait inférieur? Oui, je pense qu'en tout cas, c'est un bon moyen de créer et de fabriquer du sauvage. C'est justement cette mise en scène, cette mise en spectacle, rideaux, tréteaux, enclos, barrières, des accessoires, des costumes couverts de poils dans lesquels on habillait des personnes. Je veux dire, du projet politique dans cette vision des choses. Est-ce que... Parce qu'on a l'impression que vous dites finalement les gens allaient au spectacle et c'est pour ça qu'ils se sont forgés cette vision des choses. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est comme aujourd'hui, pourquoi les gens regardent la télé? Vous seriez incapable de répondre à cette question. On sait qu'ils la regardent, la télé. Vous fabriquez des émissions qui correspondent à une attente. À l'époque, s'il n'y avait pas eu de visiteurs, petit à petit, il n'y aurait pas eu autant d'impresarios qui auraient fait autant d'affiches pour attirer les visiteurs. Le phénomène n'a fait que croître parce qu'il y avait la rencontre d'impresarios et de public. Et donc, c'est paraît étonnant ce qu'on vient de dire, mais à un moment, ce qui crée un média, c'est quoi? C'est l'attente des gens et des gens professionnels qui vont produire pour le média. On a Farini qui est sur l'affiche, par exemple, de l'exposition, qui avant de devenir un montreur d'hommes, était un acrobate, il était même funambule, il traversait les chutes du Niagara, si ma mémoire est bonne, sur un fil. Et à un moment, il découvre que ça gagnera beaucoup plus d'argent d'aller chercher des Hertzmann au fin fond de l'Afrique et de les exhiber. Il est dans un rapport marchand. Et s'il n'y avait pas eu de visiteurs, il ne l'aurait pas fait. Et c'est parce qu'il y a de plus en plus de visiteurs qu'il y a de plus en plus d'argent. C'est l'offre et la demande, en fait. Mais c'est terrible, nous sommes au cœur d'une mondialisation capitaliste avant l'heure. C'est l'offre et la demande qui fait le succès des zoos humains. On ne force personne à y aller à l'époque. C'est ça qui est incroyable. On disait même, l'autre jour, il y a même un texte qui dit on devient presque raciste en allant s'amuser avec les enfants au jardin d'acclimatation le week-end. Ça peut nous paraître terrible de dire ça aujourd'hui, mais c'est pourtant comme ça que ça se passait. Ceci était un immense divertissement. Et dans ce divertissement se construisait une vision raciale du monde. D'ailleurs, Karl Hagenbeck, qui est le grand créateur des zoos en tant que tel, donc zoos animaliers au XIXe siècle, l'idée originale qu'il a eue, c'est effectivement en faisant venir des animaux sauvages d'Afrique et en se rendant compte que les accompagnateurs de ces animaux sauvages, donc ces Africains, suscitaient plus d'intérêt que ses propres animaux. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et c'est exactement la loi de l'offre et de la demande. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le genre bouge, il évolue, il n'est pas du tout le même. On n'est
présente sur des scènes de spectacle, on est présente dans les jardins zoologiques d'acclimatation, on est présente à l'aquarium à Londres, mais on est présente également dans des villages noirs, nègres, dahoméens, sénégalais, philippins aussi pour les États-Unis. Donc on fait bouger le genre complètement pour répondre précisément à cette demande. Je parle des villages. Les villages, on les a présentés dans les grandes expositions universelles, mais on les a déclinés également. Enfin, quand je dis on, les impresarios privés les ont déclinés pour aller à la rencontre des gens en province. Donc on les retrouve dans toutes les grandes villes de province françaises et d'Europe et du monde. En même temps, l'image du sauvage, entre guillemets, a évolué à travers les époques. Et quand la France a fait appel à des soldats venus des colonies françaises, eh bien cette image a évolué. Regardez. Ces indigènes font peur, notamment dans les usines où, côtoyant des femmes européennes, des idylles s'ébauchent et des couples se forment. Les autorités s'en alarment et interdisent les mariages mixtes. Surtout, pas de métissage. Et pour mieux les contrôler, la République montre qu'elle a le soutien des chefs traditionnels. Elle veut se rassurer ses sujets, en marquant la fidélité et la grandeur de son empire. Elle décide par exemple de s'appuyer sur les élites musulmanes, en particulier religieuses. Figure incontournable de cette étrange alliance entre la République laïque et l'islam nord-africain, le Marocain Si Kadour Ben Gabrit, bras droit du sultan en visite à Paris, accompagné de toute une délégation de dignitaires. Et au jardin tropical de Nogent, dont les pavillons ont été reconvertis en hôpital pour des milliers d'indigènes, on n'en finit pas de célébrer cette union et le sacrifice de tous les peuples de l'Empire engagés contre la barbarie allemande. Aux chefs traditionnels, bey, sultans et mandarins, on réserve les décorations les plus prestigieuses. Pour les tirailleurs, seules quelques médailles militaires et croix de guerre tentent de faire oublier une jambe arrachée, un bras amputé, une vie à jamais infirme. La République leur avait pourtant promis: en luttant contre le même ennemi, vous gagnerez les mêmes droits. Si elle fut réelle dans la boue des tranchées, la fraternité d'armes ne survivra pas à la guerre. Et les tirailleurs se verront rapidement renvoyés à leur sort, au loin, très loin, dans les colonies. Que reste-t-il alors de cette présence? Quelques médailles rapportées outre-mer dans de maigres pactages, une citoyenneté repoussée, quelques poignées de bonbons lancées par une dame patronnesse, mais surtout un cliché indestructible qui va traverser le siècle. Yabon Banania. Le stéréotype est devenu irréversible et domine le réel. On oubliera ces soldats, mais jamais Banania. Est-ce que justement la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale a changé cette perception du sauvage, de l'indigène? Pas de manière sur la terre, partout pareil. Par exemple, au Japon, c'est pas le même rythme, par exemple, qu'en Italie, qu'au Portugal, qu'en France, en Angleterre. Mais pour faire à peu près simple, si on prend le cas français, parce que Yabon Banania, c'est l'histoire française, les expositions vont évoluer au lendemain de la Première Guerre mondiale. Petit à petit, on va passer du sauvage à l'indigène. Comme ça paraît être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Le sauvage, c'est celui où il y a tout encore à faire pour le civiliser. Alors que l'indigène, on est en train de commencer à dire qu'il est sur la voie de la civilisation. On continue à le mettre en scène, mais autrement. Par exemple, en 1931, on va arrêter les mises en exhibition extrêmement folkloriques. On va interdire les négresses à plateau, les pousse-pousse chinois. On va commencer à montrer un indigène qui se civilise. Alors, il est encore un grand enfant, mais il n'est plus un cannibale sauvage. Il en faut encore quelques-uns pour montrer le travail qu'a fait la France. Les Anglais, c'est presque un peu plus tôt, c'est Wembley 25. Les Portugais ou les Italiens, ce sera plutôt, ou je veux dire même presque les Belges, sera plus tardif, les Allemands aussi. Chacun après a son lieu dans sa propre nation, les Japonais aussi. Mais d'une certaine manière, le mythe du sauvage est en train d'évoluer. Et ça se comprend. On vient de les appeler pour la Grande Guerre. C'est pas des cannibales. On ne peut pas appeler des cannibales pour sauver la République. Donc il s'est passé quelque chose, c'est devenu des braves indigènes. Et naît ce mythe du noir souriant Banania, qui quelque part est autant stéréotypé que le cannibale. Mais en même temps, il y a la crainte des mariages mixtes, la crainte des mélanges. Et on est quand même, il y a beaucoup de similitudes avec une époque. Oui, il y a des continuités de certaines angoisses et de certaines peurs. Par contre, l'image de l'autre est toujours utilitariste par rapport à ça. On invente toujours un autre en fonction des intérêts
ou du regardant ou de l'exhibeur. Alors on invente un autre en fonction de l'intérêt. Vous qui vous avez été un grand champion du monde, champion d'Europe. Est-ce que vous avez l'impression que justement au gré des succès, vous aviez un regard différent porté sur vous? Celui en tout cas qui était porté quand vous aviez 9 ans a complètement disparu? Ben écoutez, sur moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit le plus important. Je dirais que... C'est un exemple intéressant. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, on me reconnaît. Ouais. Donc, je ne subis pas les mêmes préjugés. C'est-à-dire que ceux qui subissent les préjugés, c'est ceux qu'on pense ne pas connaître et qu'on enferme dans la couleur de peau. Et malheureusement, on enferme encore les gens dans leur couleur de peau. Je pense que nous sommes encore prisonniers de ça. Je fais un parallèle avec ce que disait Pascal Blanchard, puisqu'on appelait des soldats pour combattre pour la France, et du coup l'image a changé. Vous, on vous reconnaît, est-ce que l'image qui est portée sur vous change? Est-ce qu'on efface, pour être plus simple, la couleur de peau à ce moment-là, quand on est en train d'accomplir quelque chose pour le pays, pour la République? Sincèrement, je ne pense pas qu'on efface la couleur de peau, c'est simplement qu'on me reconnaît, on sait qui je suis. Oui. Et je pense que... Ce n'est pas au-delà de ça pour vous? C'est juste non, je pense que la mais reconnaissance dans quel sens? Reconnaissance on parce me que reconnaît vous... parce que je m'appelle Lilian Thuram. Ah, pas la reconnaissance de par les réalisations que vous avez faites. Des préjugés sur certaines personnes parce qu'on ne les reconnaît pas. Ouais. C'est-à-dire que les Noirs sont tous pareils, les Blancs sont tous pareils, les Asiatiques sont tous pareils. Mais quand vous reconnaissez l'autre, il n'y a pas les mêmes préjugés. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, on voit cette évolution dans l'histoire, mais cette évolution dans l'histoire n'enlève pas les gens dans la prison de couleur. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on peut dire les Noirs sont, ou on peut dire les Blancs sont. Et je pense que justement, parler de l'histoire, c'est essayer justement de casser ces barrières pour voir simplement l'individu qu'il y a derrière. Sandrine Lemaire, c'est une étape dans la longue marche vers ce que d'aucuns appellent l'égalité ou oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, je crois, parce que effectivement, Lilian Thuram a raison. C'est le fait qu'il ait été footballeur professionnel, etc. C'est bien pour porter le message effectivement dans une exposition, etc. Et c'est un gros travail. Mais aujourd'hui, on enferme les gens effectivement dans leur couleur, dans des préjugés, dans des stéréotypes. Et c'est un gros travail à faire parmi les jeunes générations, pour essayer de les aider à déconstruire ces images, par exemple, qui ont été totalement instillées de manière insidieuse, on l'a répété, parce qu'on allait au spectacle, on n'allait pas en étant nécessairement raciste a priori, et pour regarder nécessairement l'infériorité raciale. Précisément, c'est en cela que ça a été beaucoup plus percutant finalement. C'est que, comme tout spectacle aujourd'hui, il peut transmettre, véhiculer des messages qui mais là, on n'est plus dans le spectacle, on est avec des citoyens de l'Empire qui arrivent, qui ne sont pas totalement citoyens, vous répondra Pascal Blanchard, mais qui arrivent, on n'est plus dans le spectacle. Là. Il y a un mélange qui se crée, qui s'opère. Est-ce que ça change la perception? En 1931, on montre non plus, effectivement, comme l'a dit Pascal, le sauvage, mais l'indigène de l'Empire, où on met en place une école, notamment avec les tirailleurs dits sénégalais, et qui apprennent le français en utilisant leur, entre guillemets, langage petit nègre, c'était les stéréotypes et le langage utilisé pour l'époque. Alors on est encore dans le spectacle, on est encore dans des mises en scène, on est encore en train de montrer un jeu, un rôle, on est encore dans des acteurs. Et vous regardez les Tarzans, moi je suis de la génération qui a regardé les Tarzans quand elle était jeune. Voilà, on avait encore les méchants noirs et le bon blanc, bien qu'il ait été placé dans un contexte de grande forêt. Et voilà, c'était toutes les BD, vous avez, moi je me souviens même au collège, quand j'enseignais encore en collège, où j'avais des enfants qui avaient une marque publicitaire avec précisément des images très stéréotypées sur les Noirs, et une marque très contemporaine, je ne suis pas si âgée que ça. Donc c'est une construction, et pour faire ce travail de déconstruction, c'est un long travail, et effectivement je pense que
ça passe par des expositions, des livres, votre émission, des documentaires. Il faut essayer de relayer au mieux ce message, parce que c'est pas seulement Lilian Thuram, c'est l'ensemble des gens qualifiés de maghrébins ou arabes ou autres. Si on continue le processus historique, est-ce que, alors, il y a toujours du spectacle, malgré cette arrivée de combattants pour défendre la France, mais alors, ça se fait de manière différente. Et ensuite, est-ce que cette image perdure parce qu'il y a un besoin d'avoir quelqu'un, de montrer l'autre plus faible, un peu de manière négative, ou est-ce que ça commence à s'estomper et on va vers une reconnaissance, un regard plus positif? Bon, là, de toute façon, là, on parle beaucoup de la France. Hein, ouais. donc, oui, parce que bon, c'est aussi déjà, c'est un phénomène vraiment européen. Ouais. On trouve, c'était aussi en Amérique, en Australie. 31, c'est quand même vraiment un spectacle, même s'il s'agit d'indigènes. C'est un vrai spectacle. C'est aussi un peu la Seconde Guerre mondiale qui met un arrêt à cette tradition-là. Mais on a un exemple vraiment... Pourquoi? Parce qu'il y a besoin c'est déjà la Seconde Guerre mondiale, il y a le cinéma aussi, et c'est vrai, on voit vraiment petit à petit que le public commence un peu à se lasser de ces mêmes type de spectacle. Et je pense que le cinéma a vraiment une part importante. Pourquoi les spectacles n'ont pas du tout changé? C'était toujours les mêmes chaque année? Si. On trouve toujours les mêmes types de spectacles à travers l'Europe. Il y a des légers changements, mais quand même, les ingrédients ne bougent pas tant que ça. Hein. Quand on regarde les ingrédients des spectacles des années 1950 et les ingrédients des spectacles des années 1930... C'est quoi les ingrédients? C'est les couronnes de plumes, c'est le Kanak avec son petit os à travers le nez, les grands boucles d'oreilles. C'est orientale. Voilà, donc c'est vraiment des mêmes ingrédients. Donc après, une sorte de lassitude de voir ces mêmes personnes exhibées depuis des années. Par contre, après, il y a une date qui est vraiment intéressante, et c'est celui de 58. 1958. À Bruxelles, c'est l'exposition universelle de 1958, où là aussi, on crée un village congolais, et c'est là où on va voir que le public va être mal à l'aise. Les journalistes vont être mal à l'aise, mais aussi les figurants. Mais alors, ils sont mal à l'aise pourquoi? Est-ce qu'il y a une évolution des mentalités? Est-ce qu'il y a une conscience de l'avilissement? On voit quand même de plus en plus de critiques. Dès la fin du 19e, il y aura de plus en plus de critiques, pas seulement de la part des Blancs, des Européens, mais aussi de la part des figurants. Déjà en 31, il y a des grèves, il y a des étudiants malgaches et indochinois qui distribuent des pamphlets contre la colonisation française. Et là, en 58, à Contre la colonisation ou contre cette manière de montrer d'autres hommes? Les deux, contre l'exhibition et contre la colonisation. Donc cette voix devient de plus en plus forte. Pascal Blanchard, ça change le regard? Ça change, je pense que Bonannette vient de tout dire, mais en plus ce qui change, c'est que pour la première fois, les autres peuvent parler. C'est aussi pourquoi d'un seul coup ça existe, c'est parce que des intellectuels sénégalais, par exemple en 37 ou en 31, ou antillais, Paulette Nardal dit par exemple, en 1930, quand les négresses à plateau vont chercher du sensationnel, alors on les fait venir à Paris, ils disent mais si c'est comme ça que vous voulez nous parler de la rencontre des cultures, vous n'y arriverez pas. On commence à avoir des intellectuels qui parlent, parce que seulement ils commencent à avoir la possibilité de parler, la possibilité d'écrire, la possibilité de s'exprimer, de dire nous ne sommes pas d'accord avec cette image que vous montrez de nos populations. Jusqu'alors, n'oublions pas qu'il n'y avait pas ce droit. Et que le peu qui ont pu s'exprimer, ils étaient extrêmement... On connaît des textes, on les a mis dans l'exposition, par exemple de Léon Verte et autres, mais très peu de gens avaient la capacité, venant de ces pays d'exhibition, de s'exprimer et de dire « Attendez, c'est une mascarade », parce que c'est ça que les gens dénoncent en 1958 à Bruxelles. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que les figurants vont partir avant la fin de l'exposition. Donc le village va terminer vide. Ça devient un village fantôme, ce qui est une assez belle parabole de la fin des zoos humains. C'est-à-dire que c'est un zoo humain sans humains. C'est plus vraiment un zoo, mais c'est un village vide. Et je veux dire que dès ce coup, c'est cette prise de conscience, elle est aussi liée au fait que les intellectuels congolais à ce moment-là disent « Mais, c'est pas nous ça !» Et on est à 2 ans des indépendances du Congo. C'est tout ça qu'il faut imaginer, parce que tout ça se passe pendant la période aussi coloniale. Donc il y a un rapport aussi au temps qu'il faut bien imaginer. On est à 2-3 ans des indépendances. Ce discours-là n'est plus possible. Oui, par ailleurs, effectivement, les indépendances, elles ont déjà eu lieu dans le plus grand empire, enfin, dans la plus grande colonie du monde, les Indes. Donc, c'est important, hein, et qui porte le discours précisément à l'ONU de, notamment, Bandung a eu lieu, donc les non-alignements par rapport aux 2 blocs. Donc,
tient compte désormais des discours des ex-colonisés nouvellement indépendants. Et effectivement, là, on est en plein dans le rythme des décolonisations. La Tunisie, le Maroc sont déjà décolonisés. On est en pleine guerre d'Algérie. Donc il y a quand même tout ce contexte historique qui contribue effectivement à l'effacement du genre. Sans compter que la Deuxième Guerre mondiale et les horreurs qui se révèlent peu à peu contribuent également nécessairement au fait qu'on ait de moins envie de montrer l'autre comme étant un autre, précisément, en tout cas au moins à ce moment-là. Lilian Thuram. En fait, oui, je voulais rebondir sur l'événement qui est fondamental pour moi. C'est la Deuxième Guerre mondiale, qui est basée sur une hiérarchie des races aussi. C'est-à-dire il y a une race aryenne qui serait supérieure à toutes les races. Et donc tout d'un coup, les Français se retrouvent dans la race inférieure. Et donc peut-être prennent conscience tout d'un coup que effectivement celui qu'on présente dans l'enclos comme race inférieure, il faut peut-être y réfléchir. Et donc je pense que la société évolue aussi parce que justement il y a ce racisme de la race aryenne. Et donc après coup, bien évidemment, il y a une réflexion sur cette notion de race. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'après on débouche sur justement tous les scientifiques qui font un travail pour déconstruire cette notion de race. Et pourtant, non-stop, malgré cet événement majeur et traumatisant, après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, la vision quand même racialiste perdure. Bien sûr, elle est toujours là. Hein, pour moi, la vision racialiste existe malheureusement encore. Donc, et on vient donc avec cet événement de 58, mais même si là, disons, l'industrie du spectacle, l'industrie des os humains va petit à petit disparaître, on trouvera à travers, depuis 58 jusqu'à aujourd'hui, des événements qui ressemblent drôlement au phénomène des os humains. Donc on a toujours, parfois encore, des événements qui, voilà, qui nous rappellent cette histoire. Pourquoi ça continue, Pascal Blanchard? Pourquoi ça Parce continue que l'homme aujourd'hui, puisque vous faites œuvre de pédagogie à travers cette exhibition donc du 29 novembre 2011 au 6 juin 2012. D'ailleurs, avant de poser cette question, je voulais savoir, est-ce que vu tout ce qu'on a dit là, est-ce que c'est possible de comprendre ça en voyant votre expo, en voyant l'exhibition? Est-ce que le fait de voir des images, il y a des images très fortes, on voit... Vous savez, il y avait un reportage sur France 3 l'autre soir où un des visiteurs interrogés a dit: je ne veux pas regarder ces images. Si vous tous les deux vous avez vu ce reportage, c'était, je pense, un monsieur qu'on a présenté comme antillais. Il dit: je ne veux pas regarder ces images, c'est trop violent. Donc il peut y avoir des réactions de ce type-là, ce que je peux tout à fait comprendre. D'autres et nous, moi j'ai une consoeur journaliste qui est allée couvrir cette expo, et lui me dit: ah non, c'est nul, c'est insupportable. C'est-à-dire que le décodage qu'on fait là, est-ce qu'il est possible au moment de l'expo? Mais je pense que c'est